La région du Bas-Comminges dans le sud-ouest de la France mêle paysages agricoles, forêts et patrimoine bâti. Ces parcelles sont souvent regroupées autour d'une maison et ont été pendant des siècles transmises de génération en génération. Sur ces cartes anciennes, on peut lire une mosaïque de terres agricoles. Cela reflète l'organisation familiale, sociale et territoriale de la région. Cet héritage est toujours visible dans le paysage rural du Bas-Comminges. Depuis 2022, les villages ont dû changer leur système d'adresse. Pour faciliter la géolocalisation, les lieux-dits sont maintenant numérotés et les rues nommées. Comme ici, à Saint-André. Les noms des lieux sont souvent hérités, comme les parcelles, et reflètent l'histoire locale. Ces lieux-dits peuvent avoir une origine religieuse, historique. Ils peuvent découler d'usages du territoire, de caractéristiques géographiques ou des noms des anciens propriétaires. L'adressage, c'est venu d'une proposition déjà de la Poste, mais surtout qu'après, ça allait être retransmis dans d'autres organismes pour que tout le monde bénéficie de la même adresse et que tout le monde puisse trouver le lieu. Notamment les impôts, il faudrait que ce soit aller aux impôts, aux pompiers. Mairie de Saint-André, bonjour. Alors les noms pour les rues, on a cherché. Surtout, on a essayé de remettre les quartiers qu'on connaissait. Voilà. Le quartier Montpéré, on l'a appelé route de Montpéré. On a fait un peu en fonction du lieu-dit, le dernier lieu-dit qu'il y avait sur la route. On a informé la population. Ils pouvaient venir voir pour savoir s'ils étaient en accord avec ce qui avait été fait. Franchement, il y a eu quelques visites, mais pas beaucoup. Pour moi, ça reste toujours la métairie de la Haye. Je suis peut-être un peu blasée, mais pour moi, ça disparaît pas, quoi. Pour moi, je l'utilise toujours et... Impasse de la Haye, non, j'habite pas dans une impasse, en fait, j'habite à la métairie de la Haye. C'est... Ouais, non, pour moi, je le vis hyper mal, en fait. J'ai l'impression d'être numérotée. Je sais que je vais continuer à utiliser le nom des maisons. Je sais que Juliette, elle va continuer à utiliser le nom des maisons. On le fait même pas par combat, mais parce que c'est pratique de toute manière. C'est vrai, on donnait le prénom très souvent et on disait Lily de l'Espitau, par exemple, c'était Artigue, Laurence du Cocut. La Laurence où elle habitait, là, en face de ma maison, là, c'est le Cocut. Ça s'appelle, et on disait Laurence du Cocut. Et ses parents aussi, tu vois, ça a toujours été ça. Il y avait le prénom associé au nom de la maison, le sobriquet, très souvent. Déjà, la nouvelle population qui arrive l'identifie différemment, donc déjà. Je crois parfois, elle tient pas à identifier la maison comme parce que l'exemple, la maison de Soupetard, je vais vous donner l'exemple, la nouvelle ferme qui est arrivée, des chèvres, là, avec c'est la ferme des Violettes, elle porte ce nom. Mais ils n'ont pas dit la ferme de Soupetard, par exemple, tu vois. Et donc, la route des Pyrénées, on croyait qu'on était très innovants. Sauf que toutes les communes, maintenant, ont route des Pyrénées. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, relaté par les facteurs, c'est que c'est pas si facile que ça. On peut étudier l'histoire des toponymes, des noms des lieux-dits et aussi des sociétés et de l'organisation de leur territoire au travers des cartographies anciennes. Les recherches de Florent Hautefeuille se concentrent sur l'histoire des sociétés rurales du sud-ouest de la France. Il analyse cette histoire au travail de l'étude des documents cartographiques anciens comme les compois et les cadastres napoléoniens datant du XVIIIe siècle. C'est un village que tu peux dater à 50 ans près, entre 1050 et 1100.
Le cimetière historique, il est là, avec l'église au milieu. Et après, tu as une extension qui doit être une extension probablement 13e ou quelque chose comme ça, du village, deuxième noyau d'habitation. La toponymie, donc tous les noms de lieux-dits, c'est des noms qui peuvent être parfois très anciens. Mais ce qui est sûr, c'est que l'immense majorité, par contre, des toponymes datent soit de l'époque gallo-romaine, en gros avec une étymologie latine, soit de ce qui suit. Et pour ce qui est des micro-toponymes, il y a une distinction entre les toponymes de villages, par exemple, hein, ou de quartiers habités, qui ont souvent une ancienneté assez haute, et puis après, les toponymes de champs qui sont quand même plus fragiles, et qui, parfois, sont moins anciennes. On aperçoit qu'il n'y a quasiment jamais de toponymes latins, ce sont toujours des toponymes occitans ou français. Le Compois est un ancien cadastre, datant d'avant la Révolution française. Il était utilisé pour calculer les impôts. C'est un registre où sont listées les possessions de chaque propriétaire d'un village donné. La caractéristique là, de l'habitat qui ressort par finalement la finesse du Compois, c'est le fait qu'on ait des habitats organisés en ce qu'on appelle de manière générique des tenures-blocs, c'est-à-dire des espaces agricoles où on va trouver tout type de couverture et d'utilisation des sols, terres agricoles, terres arables, hein, des forêts, des prés, des prairies. On peut trouver des vergers, le jardin, le pâturage, donc tout ce qui va permettre effectivement une forme de vie autonome. Donc on peut fonctionner sans avoir à aller au-delà du périmètre de sa parcelle. Hein. Le sieur Sabin Moncaillou possède, lui il n'est pas noble, hein, une terre labourable au quartier de Péroaché, il n'est pas noble du tout. Joseph Rech possède, il n'est pas noble non plus lui, terre labourable au quartier de Pérouté. Quelque chose qui est frappant, alors là c'est en regardant ce qui se passe en partant de Toulouse, quand on est dans la première couronne, deuxième couronne, l'organisation des communautés, et donc des communes, se fait autour des forts villageois. C'est-à-dire ce qui définit finalement l'existence d'une commune au XVIIIe, c'est le fait qu'il y ait eu un fort au XIVe ou au XVe siècle. Vers Saint-Élix-le-Château, des choses comme ça, tu vois. Tout ce qui est au nord, il y a des forts partout. Et dès qu'on bascule au sud, on passe à un autre modèle. Le fort classique du Toulousain n'existe plus. Et ce qui va exister, c'est ça. Ce sont ces petites... ce qui est le point d'ancrage des communautés, ce sont ces petits châteaux, parfois adossés à une église, mais pas toujours. Des fois, on peut avoir château sans l'église. Hein. Et ça, c'est une structuration du peuplement qui est différente de tout ce qu'on va trouver dans le Toulousain, en sachant que le Toulousain monte très largement tout à vallée de la Garonne, enfin, une bonne partie jusqu'en Rouergue, c'est comme ça. Hein. Jean Ducos de la Haye. Donc, il tient maison, sol, jardin et hautain au quartier de la Haye, confront du Levant, Midi et Septentrion, monsieur de la Haye. Jean Beit, contenant 7 mesures, 13 boisseaux, 3 cartes, au premier degré, à livrement, alors ça doit être 1 once, 6 huchos, 1 sol, 1 denier, 7/8 de denier. En fait, il n'a pas beaucoup de terre. Si tu regardes dans le détail, il y en a certaines qui sont immenses. La Haye est une ancienne grande propriété de Saint-André. Elle appartient à la même famille depuis plusieurs siècles, avec des origines que nous pouvons faire remonter à avant le XVIe siècle. Aujourd'hui, les héritiers vivant à Paris ont décidé de s'y installer durablement. L'une, Sophie, avec son compagnon dans la maison de la Haye, et une de ses tantes et sa fille, Marie-Madeleine et Juliette, dans l'ancienne métairie de la Haye. Font des bâtiments
Autrefois, il y avait un château sur les terres qui a brûlé dans un incendie au 19e. Et donc, la maison a été reconstruite avec cette maison plus petite mais pleine de charme. Et qui appartenait donc à mon grand-père maternel et à son père et à ses ancêtres. Le château qui est en fait une maison, mais que les gens du coin continuaient d'appeler le château. Enfin, ça a été longtemps, les gens du coin, c'était la métairie qui était là, et la maison, le château. Ma mère était donc la fille du dernier Paul Ducos de la Haye. Tous étaient nés en Afrique du Nord parce que mon grand-père était parti travailler en Afrique du Nord. Et donc nous venions tous les étés ou un été sur deux régulièrement à la Haye. Bon, c'était la fête, quoi. Franchement, enfant, c'était le paradis parce que, il n'y avait pas de consigne, quoi. Je pense que tout le monde était content parce qu'ils n'avaient pas à nous occuper, on s'occupait. Il y avait la mission qui était d'aller jusqu'au bout du pré de devant, aller jusqu'à la clôture des vaches. Là, il y a l'époque... Longtemps, il y avait eu un couple qui gardait la maison ouverte, Joseph, et la femme, Marie, les gens l'appelaient Marie de la Haye. Et on l'appelait Marie de la Haye, elle s'appelait Marie d'Anos, mais comme elle vivait à la Haye, c'était Marie de la Haye. C'était donc la marraine de mon grand-père maternel, qui était née à Saint-André. Mais à l'époque, elle était en bas, dans la cuisine, la grande cuisine de la Haye qui est en bas. Et c'était vraiment une personne qu'on adorait. Elle nous faisait des crêpes, des tas de trucs comme ça. Et elle faisait très très bien la cuisine. Et elle avait eu le privilège de partir à Tunis, un voyage, parce que la famille l'avait invitée. Donc moi j'ai connu la métairie avec les derniers métayers qui étaient là, qui travaillaient encore avec les bœufs. Et puis ensuite il y a eu un petit tracteur rouge après. Les métairies, c'étaient des fermes que les propriétaires donnaient à des métayers pour qu'ils en exploitent les terres. C'était un genre de location en échange d'une partie des récoltes. Les métairies étaient souvent associées à une grande propriété, une maison de maître ou un château. Aujourd'hui, elles ont laissé place à un système de fermage. Alain et Françoise louent les terres agricoles de la Haye depuis de nombreuses années. La vie de l'agriculteur n'était pas très rigolote, hein, parce que, elle rendait pas grand-chose à la terre. Hein. Et si tu veux, autrefois, les métayers, ils changeaient régulièrement de ferme, de patron. Il y avait des métairies qui se vidaient, d'autres qui se remplissaient. C'était pour la Saint-Martin que ça se faisait, ça. Il fallait faire quand même quelques résultats. Il fallait que la métairie rende un peu pour nourrir les patrons. Alors c'était du partage des récoltes, mais je ne sais pas le pourcentage. Peut-être pas à moitié. Je ne pense pas que c'était la moitié. Ça devait être un peu plus pour le métayer quand même. Qui sont morts dans les années 60, enfin début des années 70. Et finalement, au fur et à mesure des générations, j'ai la métairie avec ma fille et c'est une petite cousine, Sophie, qui a la maison d'en haut. Juliette, elle venait en vacances avec ses parents, ses grands-parents.
Et nous, on avait les vaches de l'autre côté de la clôture, au bout du parc. Et il y a une petite génisse qui était toute gentille, toute aimable, qui venait se faire caresser. Alors, elle commençait à venir au début manger des prunes, voilà. Et Juliette se l'a mistousée, comme on dit. Elle l'a appelée Kiri. Et c'est vraiment comme ça qu'on a... moi, je les ai davantage rencontrés. Alain les connaissait un peu mieux, parce qu'il avait signé les papiers du fermage et tout avec eux, mais... Le statut de fermage permet aux détenteurs du droit de fermer donc, de transmettre à sa descendance ou à son conjoint. Balou, bin, bin, sauvette, sauvette. Balou, bin, bin. Pour mon travail, on a un énorme projet qui est de lancer 25 satellites. Et du coup, donc, il y aura 5 décollages de fusées. Et au niveau de la com, c'est le premier qui est le plus important. Et du coup, je m'étais dit que je voulais continuer à bosser à fond jusqu'au premier tir. Et après, lever le pied, peut-être passer à temps partiel, pouvoir passer plus de temps ici. Et pourquoi pas m'acheter un cheval. Donc, Alain et Françoise... spontanément, ils m'ont proposé de me dire mais on te laisse un peu de place derrière la maison. Le fait qu'ils m'aient proposé ça spontanément, Moi, je monte à poney depuis que je suis haute comme 3 pommes et j'ai toujours vécu à Paris entre 4 murs. Donc évidemment, quand je venais ici, je pouvais pas m'empêcher d'imaginer un poney, un cheval. Et en fait, là, c'est en train de devenir réalité, en fait. J'ai eu des chevaux lourds, des juments bretonnes, des postières. Tu sais, des chevaux qu'autrefois qui servaient à tirer les diligences et labourer les champs. Hein. Sophie, elle va revenir habiter au château vraiment à partir de l'année prochaine. Donc, elle nous a demandé un bout de terrain pour faire un jardin, il n'y a pas de souci. En plus, c'est très bien parce que c'est un coin en triangle. Ok, on te le laisse. Donc, on va le sortir de la parcelle de ce qu'on lui devait en fermage. Et Juliette, pareil, parce qu'elle a un cheval maintenant. Je suis trop bien ici, je veux pas y retourner et je me souviens d'une nuit blanche terrible où j'ai même été réveiller maman pour pleurer. J'ai passé vraiment la nuit en pleurs et ça a été la révélation, ça a été... Je veux plus y retourner au travail, mais la principale révélation, ça a été c'est ici que j'ai envie d'être en fait. C'est ici que j'ai envie d'être. La maison, elle s'appelle La Haye et mon père et la maman, son nom de famille, c'était Ducos de La Haye. Moi, je suis pas capable de dire si le nom est arrivé avant la maison ou si c'est le nom de la maison qui a donné le nom de la famille. J'ai perdu ma maman et je devais avoir à peu près 13 ans et j'ai perdu mon papa quand j'avais 16 ans. Donc c'est à 16 ans que du coup j'ai hérité... Moi, Marie-Madeleine, Juliette, on a tous été à Paris. Et en fait, Marie-Madeleine est descendue à la métairie. Puis Juliette est descendue à la métairie. Et voilà. Et moi aussi, du coup, je descends ici. Alors ici, cette pièce-là, c'était le salon. Et ce qui symbolisait cette pièce, c'était vraiment... Et ce piano. Et on parle des Madeleines de Proust. Je pense que le son de ce piano, pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Et donc, il y a la grande question de qu'est-ce qu'on va faire de ce piano parce que il incarne vraiment la maison et en même temps, il n'est pas question de vivre avec un piano mort.
C'est la pièce qui impressionne le plus les gens. Bon, bah c'est pareil, maintenant elle est quand même assez sinistre, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On l'appelle le trône, fait au moment où la maison a été construite. Et finalement, maintenant, c'est aussi une Madeleine de Proust, je pense. Alors, ici. Donc, nous, quand on était enfant, on l'a connue. C'était la salle à manger d'en haut. On n'y a jamais mangé. Ça fait partie de la liste des choses à faire. Il est très possible que ce meuble, je ne vive pas avec. Donc, il va falloir lui trouver, pareil, une maison d'adoption. Il va y avoir un couloir quand on arrive ici. Des WC, parce qu'il y a une petite fenêtre qui attend juste, pareil, de retrouver sa fonction. Ici, il y aura la salle de bain, comme ça. Et là, ça va être la chambre. Et donc ici, donc on mangeait là, on a été souvent nombreux quand on était enfant, puisqu'il y avait mes parents, il y avait les parents de Juliette, il y avait notre mamie. Il y a eu, oui, on a mangé beaucoup longtemps ici. Cette pendule, moi je l'ai toujours connue. C'est comme le piano. Moi maintenant, surtout si la maison elle se fait en haut, ça peut pas rester comme ça. On va en plus. Moi, je crois que j'ai pas envie de vivre avec une pendule qui sonne toutes les heures. Ça peut être quand même assez angoissant aussi. Moi, par exemple, ce meuble-là, pour moi, il est trop abîmé. Je ne veux pas le garder. Ici, je vivais dans la maison des ancêtres. Et donc, c'est passé par un truc quand même qui est hyper symbolique, c'était décrocher tous les tableaux. C'est la famille, le frère de ma grand-mère. La mère de ma mère, je pense. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et tu ne le proposes pas à tes cousines? Celui-là, ouais, je vais le mettre de côté. Mais alors, les bouquins, ils ont... Oui, c'était les bouquins de ma grand-tante. Ah, d'accord. Ils s'émiettent complètement. Oui. Et c'est pour ça qu'ils étaient attachés avec des ficelles. Voilà, ça peut pas être un musée. Je peux pas juste laisser tous les meubles dans chaque pièce parce que il faut pas toucher. Ce sera jamais chez moi si je fais ça. Et donc aujourd'hui, ça y est, j'ai passé l'étape de ça va être chez moi. Et donc ça va être la couleur que je veux, avec les objets que je veux. Aujourd'hui, l'installation de nouveaux arrivants comme Juliette et Sophie entraîne de nouveaux usages des terres agricoles. Et dans le cas de la Haye, une révision des contours des fermages. Cette partie, c'est Juliette qui c'est à toi, mais c'est Juliette. Ah oui, c'est Juliette qui l'a ça maintenant. En haut d'un contour, ça peut pas être. Le juju, c'est le juju. La clotte là, non, là c'était juste une mare, je pense. Une mare. Une clotte, un patron, c'est une mare. Ouais. En jaune, en gros, c'est ce qui était dans le bail. Et que du coup, maintenant, on n'est plus dans le bail. Alors, le potager, il est ici, petit jardin. En bleu, Voilà, le jardin de Sophie. Jules, tu peux arriver avec le fil.
trop bien. On peut rester juste derrière le fil avec les vaches ou elles vont partir dans tout. Le meilleur endroit pour le potager, ça nous paraît, c'est en dessous de la maison, au soleil dans la pente et avec pour récupérer l'eau de pluie. Donc ici. C'est la nature, c'est harmonieux. Il n'y a pas de ligne droite dans la nature. Oui, oui. On va sur le bas des escaliers du perron. Tracker. Je passe. Voilà. Ok. Voilà, tu coupes. Dans le Bas-Comminges, les paysages ont peu changé. La douceur du relief, l'économie rurale et une polyculture élevage extensive ont su préserver la richesse et la diversité du territoire. Les nouvelles formes d'adressage semblent pour l'instant n'avoir que peu d'effet sur le lien des habitants à leur patrimoine et à leur manière de nommer le territoire. Comment les générations futures s'approprieront-elles cette culture en mouvement ?